Yeah, yeah, yeah. Omega Supreme, aka the numbers guy. Men lie, women lie, numbers don't. Let's get it. Bienvenue à 2 Minute Warning, le show de sport francophone qui mixe le sport et la culture urbaine. On est de retour pour un nouvel épisode et on va commencer directement avec notre segment Flag on the Play North. North, why? Parce qu'on parle de la Coupe Grey de la CFL. La CFL, on n'en parle pas souvent. Pourquoi? Parce que 3-down football, un terrain de 110 verges avec le poteau directement devant la end zone, c'est whack. Ne le cachons pas. Et si les Alouettes sont pas en finale, ben soyons francs, on s'en fout un peu. Mais on va quand même parler de la Coupe Grey. Ce week-end, la 111e Coupe Grey a eu lieu à BC Place in BC et ça a été une victoire des Toronto Argonauts contre les Winnipeg Blue Bombers. Les Toronto Argonauts ont éliminé les Alouettes de Montréal dans la finale de l'Est et ils se sont retrouvés grâce à leur carrière. Arbuckle qui a complété 26 de 37 passes pour 252 yards et 2 touchés ainsi que 2 interceptions. La défensive de Toronto a été le MVP de la partie. Pourquoi? Ils ont terminé non pas avec une interception, non pas avec 2, non pas avec 3, mais avec 4 interceptions pour la défense des Argonauts qui ont définitivement steal the play. Le quart arrière de Winnipeg, Zach Collaros, était le premier quart arrière à commencer une 5e Coupe Grey de suite et il a lancé 4 interceptions. Et qu'est-ce qui a été le moment marquant du match? C'était-tu le match? Non, je vous ai dit, le match, on s'en fout. La CFL, soyons francs, on s'en fout un peu. Mais il y a eu le Prince Harry d'Angleterre qui a été présent, qui a eu une grosse ovation à BC Place. Yes, the Windsors were in the house. Prince Harry qui a show up, il n'a plus rien à faire, il n'est plus dans la famille royale. Aux États-Unis, ils s'en foutent un peu de lui, ils n'aiment pas ça les royaux. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans la colonie canadienne, montrer son petit bout de nez. Donc, ça a quand même été apprécié. Shout out Prince Harry qui a regardé la Coupe Grey, la 111e Coupe Grey. Donc, finalement, c'est la 19e Coupe Grey pour les Argonautes de Toronto. Félicitations à Toronto et leurs fans, même si on les aime pas beaucoup. We rap in Montreal out here. You know how we feel. Let's be frank. We know how we feel. Donc, Toronto, 19e Coupe Grey. Félicitations. Ils battent les Winnipeg Blue Bombers. Et c'est tout pour le segment Flag on the Play North. Ensuite, on commence avec Red Corner. Et on parle de boxe. Plus précisément, vous savez, l'événement du week-end, c'était quoi? C'était le fight avec Iron Mike Tyson et Jake Paul. What the? OK. On a eu une fight, on sait tout ce qui s'est passé. On attendait un gros combat. Le retour de Iron Mike Tyson à 58 ans qui remontait dans le ring. Contre le YouTuber, le baveux, le gars qui se dit roi de la boxe maintenant, Jake Paul. Et on a eu droit à quoi? Un combat plate et frauduleux. Soyons francs. C'était frauduleux, cette affaire-là. C'était de la F. Easy S. Non. Comment il s'appelle encore? Le gars qui rappe avec Tizo. Shreeze aurait fait un track de F là-dessus. Soyons francs. Le combat, c'était de la F. Ça aurait pu être un remix de Shreeze, là. C'était n'importe quoi, cette affaire-là. Il faut dire, qu'est-ce qui s'est passé? Mike Tyson était extra slow. Il a jamais enchaîné de coups. Il a seulement touché Jake Paul 18 fois dans le match en ayant lancé 97 punches. Et Paul, lui, a land 78 punches sur 278, mais 178 de ces 278 punches étaient des jabs. Donc, on a eu lieu à un jab fest de Jake Paul. On a eu droit à 18 coups lancés et réussis par Mike Tyson. Faut être franc, c'était pas fort. Mais la réalité de la chose, on regardait le match, on savait ce qu'allait se passer. Mike Tyson, Jake Paul ne se bat que contre des grands-pères ou des arrière-grands-pères au mieux. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez quoi, vous, là? Jake Paul, il se bat contre des gens qui ont 112 ans et plus. Il se bat contre des gens qui sont retraités depuis au moins 10 ans. C'est ça qu'il fait, that's what he does. Donc ne soyez pas surpris quand il monte sur le ring avec Mike Tyson et Mike Tyson n'est plus le même. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut parler du positif. Le positif, les stock numbers. I'm the numbers guy. 60 millions de visiteurs sur Netflix pour regarder le match.
Pensez-y un peu. Un Super Bowl, d'habitude, c'est autour de 120 milieux. C'est le plus gros événement médiatique. Ils ont fait la moitié du Super Bowl one night. You gotta give them their props. Bien sûr, il y avait 74 000 spectateurs au Dallas Cowboys Stadium, Jerry's World. 74 000 personnes qui ont payé, attachez vos tucs, en tickets vendus, 18 millions de tickets vendus. Vous rendez-vous compte? C'est une tournée, là, pour un gros rappeur, là. Je pense pas que Future a booké 18 millions de tickets dans sa tournée. C'est absolument incroyable. Donc, 74 000 personnes qui ont regardé ce match-là, ça fait partie des highlights. Et il faut parler aussi du Cobb. Il y a eu un gros bag. On n'a pas fait ça pour rien. Oui, c'était frauduleux. Oui, c'était bizarre. Oui, Mike Tyson était slow. Mais il y a eu de l'argent qui a été changé. 40 millions pour Jake Paul. Je répète, 40 millions de patates. Mike Tyson, 20 millions de patates. C'est qui fait 20 millions à 58 ans? Hein? Dans un sport comme la boxe où personne ne mange. La boxe, c'est un sport de dur. La boxe, c'est un sport qui prend beaucoup sur le corps et qui souvent rapporte peu. Mais je suis content de pouvoir dire que Iron Mike Tyson, il est parti chercher un bag de 20 millions de dollars. Donc pour résumer, le combat, oui, il était pourri. Oui, il était frauduleux. Oui, Netflix a crash. Paul a perdu le peu de crédibilité qui lui reste et Tyson a mal paru. Il avait l'air vieux et slow. Mais on a eu un événement. La chose que je retiens, c'est qu'on a réussi en 2024 à voir Mike Tyson qui sortait pour un combat. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de vous qui nous regardez en ce moment, subscribe, like, comment, 2-minute warning sur la plateforme DMS. Beaucoup de vous n'avez jamais vu Mike Tyson monter sur un ring. Aujourd'hui, vous pouvez dire que vous l'avez vu. Et c'est ça qu'on retient de ce combat-là. Le retour de Mike Tyson. On a vu Mike Tyson live dans un combat et finalement, tout le monde a fait du cob. So, hey, can't be mad at them, they're making the money, they're hustling. It is what it is. Pour faire le mot final, je vous dirais ça. C'était pas un combat de boxe. C'est Jake Paul. C'était du content. Welcome to the new era. C'était du content. Réveillez-vous. Le sport, c'est pas juste la NFL, c'est pas juste la NBA en 2024. Le sport, c'est du content comme n'importe quoi d'autre. Et c'est ça qu'on a vu. New era, new challenge, new sports. Bon. Passons à notre segment Iced Out. Oui, Iced Out today, on va parler de la NHL et on va parler d'une personne qui fait des choses absolument extraordinaires. On parle bien sûr de Alexander the Great, Alex Ovechkin. Ovechkin, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? He's turning back the clock. Il donne une leçon de hockey à toute la ligue. Alex Ovechkin a 39 ans. Il a marqué un hat-trick dimanche dans une victoire de 5-2 contre les Golden Knights de Vegas. Le 31e hat-trick de sa carrière. Juste en hat-trick, il a marqué quasiment 100 buts. Il est absolument incroyable, ce Ovechkin. Et pour la saison, il compte 13 buts, 10 passes décisives, 60 tirs au but et 43 plaquages, avec un différentiel plus ou minus de 13 en 17 matchs. Je répète, en 17 matchs, il a 13 buts. C'est une machine de guerre. À 39 ans, il est désormais à 28 buts du record de buts de Wayne Gretzky de 894. Un record qu'aucun d'entre nous pensait pouvait être battu, ou même approché. Et Ovechkin, dans une ère moderne où on marque beaucoup moins de buts, où on a beaucoup plus de gros défenseurs, on joue beaucoup plus la trap, il réussit à rattraper The Great One. Il faut le souligner, il est incroyable ce Ovechkin, c'est un magicien, c'est Harry Potter, c'est Doctor Strange, c'est un sorcier. C'est incroyable ce qu'il fait. Rendez-vous compte, il roule à un rythme où s'il continue comme ça, il termine la saison à 58 buts. Et je répète, il est juste à 31 buts du Great One. C'est une saison extraordinaire. Alex Ovechkin, on te salue de la part de 2-minute warning, notre équipe. Et on est vraiment, vraiment fiers de pouvoir assister à battre ce record absolument incroyable de Wayne Gretzky. Et une chose que j'aimerais dire sur Ovechkin, il a raté 167 matchs en raison des lockouts et de la pandémie. Imaginez ça. Il est prêt à rattraper Gretzky cette année et il a manqué 167 matchs. Il y a 82 matchs dans une saison. C'est incroyable. Il a manqué 2 saisons au complet. Donnez-lui ces 2 saisons, il aurait déjà battu Gretzky. Il est incroyable. He's the great one. Yo, il est vraiment le meilleur joueur, le meilleur sniper de l'ère moderne. Et ce qu'on a maintenant, c'est vraiment une histoire inspirante.
regardez le hockey. Si vous voyez les Washington Capitals à la télévision, branchez-vous au match. L'histoire est en train de s'écrire. Ovechkin, on te salue. Félicitations à toi pour bientôt battre ce record. Et pour être franc, moi je vous dirais, Ovechkin, c'est déjà le meilleur marqueur de tous les temps. Il n'a même pas besoin de battre le record pour le faire. Comme je dis, il est dans une ère qui est complètement nouvelle, une ère qui est complètement différente, où on joue beaucoup plus serré qu'avant, mais il réussit quand même à faire sa marque. Et la chose d'Ovechkin, c'est qu'il ne manque pas de match. Il ne manque quasiment jamais le match. Il n'a jamais le rhume, il n'a jamais la Covid, il n'a jamais la diarrhée. Il est incroyable, il se pointe 82 matchs par année. Et à cet âge-là, c'est vraiment quelque chose à considérer. Et si vous pensez au fait que Ovechkin, quand il a commencé sa carrière, c'était quand? C'était en 2005. Vous savez ce qui se passait en 2005? De un, accordant, selon T-Claude, le rap n'existait même pas. En 2005, Cristobal Huet était la nouvelle vedette à Montréal. Vous savez même pas c'est qui? Joe Sakic, Marc Savard, Paul Kariya, Matt Sundin, Brendan Shanahan étaient encore parmi les meilleurs marqueurs de la NHL. Et Connor Bedard, il était né en 2005. Connor Bedard, le premier choix de la Ligue il y a 2 ans. Il était né l'année où Ovechkin a commencé à jouer au hockey. So put some respect on his name. Ovechkin is the man. On a hâte de voir briser le record de Wayne. On espère que ce sera cette année. Maintenant, on arrive à un segment que vous attendez tous. Super necessary. And today, il est super necessary de parler de Bronny James. Bronny James, je me suis retenu de parler de Bronny James. Pourquoi je me suis retenu? C'est parce qu'en juillet 2023, avant de commencer sa carrière de collège à USC, il a eu un incident cardiaque qui a mis sa carrière en danger. Il est presque mort, le jeune homme. Donc j'ai eu pitié de lui. Je me suis dit, le gars, son cœur a arrêté de battre. Il avait littéralement pas de cœur. Ça s'est vu ensuite. Mais maintenant, je ne peux plus me retenir. Bronny James a été envoyé dans la G-League. Et arrivé dans la G-League, qu'est-ce qu'il dit? Monsieur ne veut pas jouer les matchs sur la route parce qu'ils doivent prendre des vols normaux, commerciaux, et il est trop célèbre. Monsieur veut jouer juste les matchs à la maison? Sérieux? Qu'est-ce que t'as fait, Bronny, pour ne pas pouvoir mettre les pieds dans un aéroport? Bronny James, tu n'as rien fait dans le basket! Bronny James, comment l'histoire commence? Il a commencé au secondaire avec une moyenne de 14 points par match, 13 points par match. Il était ranked dans le top 20 des meilleurs jeunes espoirs et il est parti accepter une bourse à USC Trojans. Ensuite, il a eu le fameux incident cardiaque. Et il a commencé sa carrière à USC. Et à USC, c'est quoi qu'il a fait, Bronny James? Il marquait 4,8 points par match. 4 points par match. Vous savez ce que vous devez faire pour marquer 4 points par match? Vous devez faire un 3 points et un lancer franc. Bronny James ne pouvait pas faire mieux que un 3 points dans un match et un lancer franc. C'est quasiment impossible d'avoir une moyenne de 4 points par match au collège. C'est quasiment impossible, il faut se forcer. Ça n'a pas de sens. Et non seulement il marquait 4,8 points par match, il faisait un shooting percentage de 37%. C'est-à-dire que s'il prend 100 shots, Bronny James à UFC, il en fait 37. J'ai une nièce qui marque plus de shots que ça. Ça n'a fait aucun sens. Et à 3 points, Bronny James au college, il avait une moyenne de 26,7%. Giannis, vous le connaissez, Giannis Antetokounmpo? C'est pas un bon shooter de 3 points, right? Il est vraiment horrible, Giannis. Vous savez c'est quoi son pourcentage de 3 points pour toute sa carrière à Giannis? C'est 28,6%. Giannis shoot mieux à 3 points que Bronny fucking James. C'est incroyable. Un des plus gros bricoleurs de l'histoire de la NBA shootait mieux que Bronny James à l'université. Et là, on se dit, le kid, il a eu un incident cardiaque. Il va commencer sa carrière, il va rester 2-3 ans à l'université, bâtir des liens solides, commencer à marquer plus de points. Mais non, monsieur décide de déclarer à l'eligibility à la draft. Et il est repêché par l'équipe de son père. Papa est venu sauver fiston. 2e ronde, 55e choix. Les Lakers l'ont signé pour un contrat et attachez vos tucs. Bronny James, c'est une fraude totale. Son contrat avec les Lakers, c'est un contrat de 7,9 millions sur 4 ans. C'est 2 millions par année pour un gars qui marque 4 points par match et shoot pire que Giannis Antetokounmpo. Mais la fraude ne s'arrête pas là.
On le mesure, LeBron James, le fils de LeBron James. Il s'appelle littéralement LeBron James Jr. Et vous savez c'est quoi sa taille? Il fait 6 pieds. Dans la NBA, c'est un nain. La taille moyenne d'un joueur de la NBA, c'est 6 pieds 7. Mais Bronny James, c'est un nain, il fait 6 pieds. Mais comment tu es le fils de LeBron James et tu perds la loterie génétique? Comment est-ce possible? Que ton père, c'est le Hulk, c'est Goldorak, c'est un Golgoth, et toi, tu fais 6 pieds. Comment tu peux perdre la loterie génétique quand tu t'appelles littéralement LeBron James? C'est incroyable, ce gars-là. C'est une fraude depuis le départ. Donc, non seulement il est petit, non seulement il ne marque pas de points, il se fait quand même repêcher par l'équipe de papa. Ensuite, il arrive directement, il dit « Moi, je ne veux pas jouer dans la G-League. Je suis le fils de LeBron James. Je veux rester dans les Lakers. » Et il commence sa carrière avec une pré-saison, on se rappelle tous, c'était catastrophique. C'était cataclysmique. Il ne pouvait pas scorer, il ne faisait rien sur le terrain, à part le dernier game de la pré-saison. Et ensuite commence sa carrière de NBA. On a vécu un moment incroyable. Le père et le fils ensemble sur un terrain professionnel de basket pour la première fois de l'histoire. C'est le seul moment qu'on a vécu avec Bronny James. Parce que vous savez c'est quoi sa moyenne dans la NBA? En 6 matchs avec les Lakers, il marque 0.7 points. Je répète, non pas 7 points, non pas 37 points, non pas 27 points, 0.7 points, moins que 1 point par match. Bronny James a reçu, il a réussi quelque chose d'extraordinaire. Il a réussi en tant que professionnel pour les Lakers à shooter 16,7% sur le terrain. C'est-à-dire que quand Bronny James, en tant que professionnel de basketball, prend 100 shots, il en marque 16. Un professionnel de basket. Et vous savez c'est quoi son pourcentage de 3 points? C'est 0%. Donc Bronny James, en 6 matchs pour les Lakers, il a marqué un field goal. C'est la honte. C'est l'archouma, comme diraient les Arabes. C'est incroyable. C'est la hesse. C'est le délire total. Et là, il ne veut pas jouer dans la G-League. Mais qu'est-ce qui se passe avec les fils de stars? C'est quoi le rapport avec les fils de stars? C'est une catastrophe. Le fils de Jordan, on l'a pogné cet été en train de faire de la coke, en train de manger des melons. Le fils de Michael Jordan, le great one. Le fils de Wayne Gretzky, le GOAT du hockey. Ty, il a abandonné le hockey comme en 1992. Le show Friends joue encore. Le fils du président Biden. Hé, lui, Monsieur Biden Junior, il fait de la coke avec des escortes russes en faisant de la fraude. Son laptop a plus de fichiers louches que Diddy, Epstein, R. Kelly et Drake mis ensemble. Et parlons même pas du fils de Magic Johnson. Ne parlons pas du fils de Magic Johnson, qui fait 6 pieds 9 et dont la vie, pour être politically correct, ressemble au film de la cage aux folles. C'est une grande fofolle, le fils de Magic Johnson. Donc, je sais pas ce qui se passe avec les fils de stars, mais ça marche vraiment pas. Et pour revenir, super necessary to talk about Bronny James, t'es la honte. Tu t'appelles LeBron James Jr., t'es un nain, tu fais 6 pieds, tu peux pas marquer un seul panier dans la NBA, en plus tu te la joues, tu n'as pas besoin de craindre de passer dans un aéroport, personne te reconnaît, t'as rien fait dans le basket, t'es la honte à ta famille, c'est vraiment ridicule, et c'est pour ça que it was super necessary to get on your case. C'est le moment de notre pause 2 minutes, 2-minute warning. Aujourd'hui, on va souligner un Québécois extraordinaire. Son nom, c'est Steve Pierre Bolo Mboumoua. Monsieur Mboumoua, qui est un joueur de ligne défensive, natif du Cameroun. Steve Pierre Bolo Mboumoua avait 12 ans lorsqu'il est venu rejoindre sa mère au Québec à Lac-Mégantic. Remarquant ses capacités athlétiques, un professeur d'éducation physique de sa nouvelle école, la polyvalente Montignac, lui a demandé de jouer au football. Le nouvel arrivant a accepté en pensant qu'il s'agissait de soccer, bien sûr. En ayant grandi au Cameroun, il joue au soccer. Voici, et je cite, Monsieur Mboumoua dit « Quand je suis arrivé à la pratique, tout le monde avait des épaulettes de football. J'avais jamais vu ça, ce qui m'a expliqué que c'était du football américain. » Raconte Monsieur Mboumoua en riant. Depuis, il a fait ses classes à la polyvalente Montignac et ensuite est parti au cégep Notre-Dame-de-Foix. Il est le premier Québécois, et on le félicite, à accepter un full football scholarship à l'université de Alabama Crimson Tide. Il a été personnellement recruté par Nick Saban avant qu'il quitte le poste d'entraîneur-chef de Alabama pour venir joindre l'équipe. Alabama, c'est quoi? C'est 57 joueurs dans la NFL en ce moment. C'est 16 championnats nationaux, dont 13 dans l'ère actuelle. Alabama, c'est
titres de conférence dans la puissante conférence SEC. Il va passer une année au Junior College pour perfectionner son anglais et il fera partie de la classe de 2025 à l'Université de Alabama. Donc aujourd'hui, 2-minute warning, on souligne Monsieur Pierre Bolo Mboumoua, 6 pieds 4, 300 livres, et l'année prochaine, il va commencer en tant que plaqueur à l'Université d'Alabama. On te félicite. Way to go, young man. Bon, on est arrivé à notre segment Red Corner. Et aujourd'hui, dans le Red Corner, on va focuser sur UFC 309 qui a eu lieu à la mythique arène de Madison Square Garden in NYC. On a eu plusieurs matchs. On va focuser sur 3 gros matchs. Le premier faisait face à Bo Nickal, qui a 7 victoires, 0 défaites, qui gagne contre Paul Craig, qui avait 17 victoires, 9 défaites et 1 match nul, par décision après 3 rondes. Bo Nickal est resté parfait. C'était son 7e combat MMA en carrière dans l'UFC, contre Paul Craig, qui est un vétéran respecté, mais l'espoir des poids moyens a laissé au public beaucoup à désirer samedi soir. Pourquoi? À 28 ans, c'est un des rookies les plus en vogue dans le MMA depuis ses débuts en 2022. Bo Nickal a fait irruption sur la scène, éliminant les 5 premiers adversaires au premier round, dont 4 en moins de 63 secondes. L'affrontement de Nickal avec Craig a été de loin le plus long de sa carrière. Il a fait 3 rounds. Malheureusement pour Nickal, la performance n'a pas été les plus excitantes pour les fans. Ils ont laissé entendre, en plus des huées typiques, on a entendu le chant de Overrated. Bo Nickal, partner, Bo Nickal, 7-0, Monsieur All-American à Penn State. Mais t'es une fraude. C'est quoi ce match de baltringue là? Tu joues contre Paul Craig qui fait rien, qui a jamais rien fait dans la MMA. Tu te fais huer au Madison Square Garden. Tu te bats comme un bouffon. Réveille. C'est un industry plan, Bo Nickal. Industry plan, je vous le dis tout de suite. Son match n'était pas digne d'un grand espoir de la MMA. Il ferait mieux de manger son pain noir avant de commencer à parler des Khamzat Chimaev, avant de commencer à parler des champions. Parce qu'en ce moment, Bo Nickal, partner, si tu te retrouves devant Khamzat, il va te tuer. Littéralement. Il va arrêter ta vie. Tu vas devoir manger à travers une paille pour le restant de ta vie. Donc UFC 309, oui, Bo Nickal a gagné 7-0, mais en tout cas, c'était pas fort sa performance. La deuxième performance qu'on va souligner, c'était le co-main event. Charles Do Bronx Oliveira, 35 victoires, 10 défaites, ancien champion du monde qui gagne contre Michael Chandler, 23 victoires, 9 défaites par décision après 5 rondes. Je vais vous dire tout de suite, Charles Oliveira a remporté une décision unanime. C'était un peu déséquilibré contre Michael Chandler, mais c'était un de mes combats préférés depuis des années. Michael Chandler, c'est un warrior. C'est un gars qui est petit, qui est trapu, qui est fort et qui n'a peur de rien. Mais Oliveira lui a donné une leçon de MMA. Pendant les 4 premières rondes, Chandler faisait pitié. Oliveira lui a botté le cul. Do Bronx réussissait tout, au sol, sur les jambes. Il n'était pas arrêtable. On se disait que Chandler va se faire laver. Mais au 5e round, quelque chose de magique s'est passé. Chandler, sentant qu'il allait perdre le match, a commencé à utiliser l'énergie du désespoir. Il a décroché une droite qui a fait beaucoup de mal à Oliveira et ensuite c'était survival of the fittest, le reste du match pour Oliveira. Chandler a eu 2 actions absolument incroyables. En tout cas, dans le montage, faut qu'on vous montre la photo. Chandler portait Oliveira sur son dos. Il s'est retourné dans un souplex arrière 2 fois de suite et l'a écrasé. The whole crowd went nuts. Et à cause de ça, il a réussi à sauver sa soirée qui était catastrophique. Et Chandler, toujours le showman, il annonce à la fin du combat, même s'il a perdu, il call out Conor, I will never fight in the UFC again, McGregor. Oui, le même Conor McGregor qui se spécialise à battre des gens dans des bars, qui vend de l'alcool, qui fait tout à part se battre. Et puis aussi, Mr. Holloway. Il se fait call out par Chandler. Donc, moi, ce que je retiens de ce combat, c'est le heart of Chandler. C'est un gars extraordinaire. Ce que je retiens, c'est Oliveira. C'est vraiment pas pour rien que c'est le leader en soumission de l'histoire du UFC. Il doit se battre, Oliveira, dans son prochain match pour un match de championnat. Il est that good. Et Chandler, give him a shot, man.
Un gars qui peut powerbomb Oliveira au Garden avec un show de ouf comme ça. Donnez-lui Conor. Donnez-lui ce money fight, il le mérite. Donc vraiment, ça a été un combat extraordinaire de la part de Michael Chandler et c'était vraiment beau de voir Oliveira montrer pourquoi Do Bronx est un des meilleurs fighters de l'histoire du UFC. On termine UFC 309 avec my favorite fighter, Johnny Bones Jones. Johnny Bones Jones qui gagne contre Stipe Miocic par KO à la 3e ronde. Johnny Jones, le controversé champion, a donné une leçon de MMA à Stipe Miocic. Il l'a absolument détruit. Il a performé une chirurgie complète sur Stipe. Il a dominé avec des elbows au sol au premier round et les 2 rounds suivants, il a dominé à distance. John Jones, c'est le roi de la distance. C'est la personne que, avec sa portée de 84 inches, pause, qui est la plus longue dans le UFC, c'est un nightmare de fight against him. Il est absolument incroyable et il a montré à dominer Miocic à distance et il termine avec un spinning back kick directement dans les ribs qui met fin à la très bonne carrière de Stipe Miocic. Félicitations Stipe, tu restes un des très grands champions poids lourds de l'histoire. Tu mérites ta retraite. Et John Jones, he's the man, he's the number one, he's the GOAT. Et il l'a prouvé encore au UFC 309. Et ça nous amène au débat final. Partner, je vois beaucoup de gens là sur l'internet qui disent que John Jones is ducking Tom Aspinall. Je vois beaucoup de gens sur Internet qui disent que John Jones, il n'est pas le GOAT. Et on peut faire un argument pour notre Georges Saint-Pierre national, qui honnêtement est dans la conversation et mérite amplement le titre de GOAT de la MMA. Mais John Jones, c'est un gars qui est très intelligent. Donc, on va mettre fin à ces rumeurs absolument abjectes sur my man John Jones. Première chose, John Jones, c'est un gars intelligent. Qui connaît Tom Aspinall? Tom Aspinall, il est gros, il est grand. Il fait 6 pieds 5, 256 livres. C'est un géant anglais. Mais John Jones fait 6 pieds 4, 248 livres. Donc, c'est pas ça la différence. La différence, c'est que tout le monde connaît John Jones. Personne connaît Aspinall. Pour connaître Aspinall, il faut être un fou du UFC. Il faut suivre les fights. Le monsieur tout le monde ne le connaît pas. Donc, qu'est-ce que John Jones a fait? Pourquoi c'est un génie? Pourquoi il a un fight IQ incroyable et il a un career IQ incroyable? Il s'est dit, moi je vais vendre Tom Aspinall. Je vais l'éviter. Les gens vont dire que je veux le doc, que j'ai peur de lui et je vais commencer à faire monter son nom. Et si ce gros lard se permet une coupe de victoire et de remporter le interim belt, vous savez quoi, quand je vais finalement lui botter le cul? Bah ça va être un money fight. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Suckers! Vous réclamez tous le combat John Jones-Aspinall, ne sachant pas que c'est exactement ce que Johnny Bones Jones voulait. Il voulait faire connaître le gros lard de l'Angleterre. Parce que personne ne le connaît. Parce que tout le monde se serait crissé de ce fight-là il y a 4 semaines. Mais John Jones, c'est un génie. Donc il est parti mettre Stipe à la retraite. Et pourquoi fallait mettre Stipe à la retraite? Parce que Stipe, tout le monde disait que c'est le number 1 heavyweight of all time. Donc John Jones, ce qu'il a fait, il a pris la porte et il l'a fermée. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde revendique le combat Tom versus John. Et vous savez quoi? Vous allez être déçus. Parce que les grands fighters, vous savez ce qu'ils font? Ils vous set up pour que vous voulez les voir perdre. C'est ce que Floyd Mayweather a fait. Tout le monde se branchait, se disant que Floyd va perdre contre Canelo, Floyd va perdre contre so-and-so, et Floyd perdait jamais. Et vous payez le pay-per-view, vous achetez la merch pour voir Floyd perdre like a bunch of suckers that you are. Et maintenant, vous êtes là en train de dire que Tom Aspinall, c'est le plus grand fighter de l'histoire. Ce gros lard qui a une victoire, 15 victoires et 3 défaites dans l'UFC, il va battre undefeated John Jones. Êtes-vous malade dans la tête? Vous êtes fou de drop par Chandler dans un powerbomb? C'est quoi votre problème? Moi, je vais vous dire, John Jones, he's the GOAT. He's untouchable. Son fight IQ est intouchable. Sa portée, pause, est tellement longue qu'il pourrait faire du porn avec. Et
C'est le gars le plus intelligent que j'ai vu dans un ring. C'est le meilleur fighter de tous les temps. Puis il termine avec une danse à la Trump. Il est fou, ce gars-là. Et vous pensez qu'il va perdre contre un gros porc de l'Angleterre? Mais vous êtes des malades. Vous racontez n'importe quoi. Il vous a joué comme des petits cons. Vous allez vous brancher quand ils vont faire le combat. Vous allez payer le pay-per-view comme des imbéciles pour voir John Jones perdre. Et il va pas perdre. Et il va rire de vous et enculer votre femme. So, excusez mon langage, je vais peut-être aller un peu trop loin, peut-être couper ça au edit, mais ce que j'ai à dire, c'est John Jones is the GOAT. Aspinall va se faire rincer et laver. Et tout ce qui se passait, c'est pas qu'il a peur de Aspinall. Non, c'est un setup. Il en a fait un money fight, and you guys are gonna spend your money and bet like dumbasses on Aspinall and lose your money. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. C'était tout pour cet épisode de 2 Minute Warning. Suivez-nous en ligne comme vous suivez votre ex. Subscribe to our page, like DMS page et continuez à nous supporter. Merci beaucoup et à la prochaine.